j'ai pris un congé parental d'1 an au total. Et pas de bol, en revenant de mon congé parental, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Malheureusement, j'ai aussi subi toutes ces choses qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui au-delà de l'accueil glacial, voilà, des petits pics, des petits reproches sur le fait que j'avais laissé mes collègues tout seuls. Enfin voilà, ce genre de trucs pas très cool auquel je m'attendais pas du tout. Et ça m'a glacée sur place et je me suis dit, ok, ça vient pas de moi. Donc ça m'a permis déjà de prendre conscience que le problème venait pas forcément de moi, ou en tout cas, j'étais plus à ma place. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur 2, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode Allez Vas-y consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera, à vous aussi, l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute! Donc aujourd'hui sur le podcast, je reçois Laurence Hubert. Donc on a un point commun, tu as un nom de famille qui est aussi un prénom comme moi. C'est le cas de temps en temps sur des invités dans le podcast, donc j'aime bien le souligner. Ça fait partie des petits trucs que je souligne. Et avant de te laisser la parole pour expliquer qui tu es, Laurence, alors tu es une entrepreneuse, mais tu redéfiniras comment tu vois ton métier et ta situation professionnelle. Avant ça, je vais déjà te laisser dire bonjour et puis on va passer au petit portrait chinois qui devient une habitude sur le podcast. Allez, vas-y. Bonjour Frédéric et merci pour l'invitation. De rien. Et puis on va faire de ce fait-là, j'en profite pour faire un clin d'œil à Stéphane Delbecq qui est venu dans le podcast sur l'épisode 28, si je dis pas de bêtises. Donc vous pourrez aller l'écouter. Je remettrai le lien dans les notes du podcast, qui est la personne qui a fait que j'ai découvert qui tu étais, puisque tu as fait, si je me trompe pas, son site internet. C'est ça. On en dira plus, t'hésiteras pas à parler de ça. Mais avant, on va démarrer par ce portrait chinois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais écouté l'épisode, allez, vas-y, on dit un mot et puis la personne répond avec ce qui lui vient à l'esprit. Donc là, si je te dis un lieu, quel est le lieu que tu vas me dire qui te vient à l'esprit en premier ? L'habitat en général, une maison. Et une maison qui serait située à quel endroit ? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu aimes ou tu as aimé vivre ? Alors, j'aime particulièrement vivre en France, mais en ce moment, je suis à La Réunion. Et c'est pour ça que le lieu, je te dis une maison, parce que forcément, quand on voyage, je suis en train d'apprendre que la maison, on peut l'avoir à l'intérieur de soi et que ce n'est pas forcément un lieu physique. Ok, bien, on développera ça, j'aime bien l'approche. Ok, donc on va pas s'étaler là-dessus, on le développera après. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ce que tu aimes faire en dehors de ton activité professionnelle ? Le jardinage tient une grande place, c'est-à-dire que alors c'est pas le jardin juste pour avoir 2-3 fleurs, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est permaculture, agroforesterie, syntropique, pour être précise. Voilà, en fait tout ce qui est de cultiver le vivant, quoi. D'accord, ok. Le troisième point, ce serait un plaisir culinaire qui peut être ou sucré ou salé, l'un ou l'autre. Le problème, c'est que je suis une grande gourmande, du coup, à choisir. Il va falloir faire un choix. C'est compliqué, mais le fromage. Puis si je me trompe pas, quand on est à La Réunion, c'est un peu plus difficile pour manger les bons fromages de notre terroir, c'est ça ? Bizarrement, moi je m'attendais à faire une cure sans fromage et en fait les rayons sont pleins, c'est juste que c'est plus cher. Mais il y a une variété, une grande variété qui vient de métropole. Ouais, donc tu peux pas te laisser aller autant, ou alors tu tapes dans le porte-monnaie, on va dire. Ok. Et le dernier point, ça serait une personne ou une personnalité qui soit t'a inspiré ou soit t'inspire. Il y en a eu beaucoup, mais quand tu m'as posé la question, j'ai eu le temps de réfléchir et en fait, c'est mon petit garçon que j'ai envie de citer.
parce que les enfants, quand on prend le temps de les observer, c'est juste magnifique, quoi. Je crois que je suis pas la première à le dire, mais je fais partie des personnes qui considèrent que mon fils, c'est mon maître, en fait. Oh, bien, bien. Et pour quelle raison c'est ton maître? Dans quel type de moment tu peux te dire, ouais, c'est mon fils, c'est mon maître? Alors, je vais peut-être faire une association d'idées très perchée, mais je pense que j'ai posé la première pierre de mon projet entrepreneurial quand j'ai accouché à domicile de mon fils, justement. Et donc, forcément, quand j'ai accouché, je me suis pas dit, ça y est, c'est mon maître, mais disons que il a accompagné en parallèle mon projet entrepreneurial malgré lui. Et là, maintenant, il a 6 ans et c'est vraiment, c'est lui qui me remet les pendules à l'heure sans le savoir. En fait, il fait plein de choses sans le savoir, mais quand il sera plus grand, je pense qu'il comprendra et je me ferai une joie de lui partager tout ce qu'il m'a inspiré. Mais en tout cas, pour faire simple, c'est la créativité, d'être au présent, d'être simple. Et voilà, je pense, je vais essayer de faire court, mais ça doit être... C'est génial ce que tu dis. Non, j'aime vraiment bien, vraiment. Si à la limite, je pense que dans ton parcours entrepreneurial, on y reviendra. Et l'objectif, justement, là maintenant, c'est de te laisser la parole. Je t'ai définie comme entrepreneuse, mais je sais que chacun a ses propres mots pour définir les choses. Moi, l'idée, avant de parler tout de suite de ton parcours d'entrepreneuse, j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu ton parcours de vie. Alors, bien sûr, on ne va pas passer des heures sur ta première année de fac, etc. Mais au moins, en tout cas, de pouvoir comprendre ce qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu fais comme activité. En fait, c'est simple. Quand j'étais vraiment jeune dans l'enfance, mes parents m'emmenaient au salon Prime Vert à Lyon. C'est un salon qui a plus de 30 ans. Qui est plein de... Les exposants sont tous des personnes issues des milieux alternatifs qui sont aujourd'hui, qui deviennent une mode depuis plus de 20 ans. Mais à l'époque, c'était vraiment... on les considérait comme... Ils étaient vus comme des hippies, des marginaux, voilà, un peu 68 arts. Et à chaque fois que j'allais dans ce salon, je me sentais chez moi, quoi. C'était la fête. Des personnes authentiques qui déjà faisaient bouger le monde vers plus d'écologie, plus de conscience, d'humanité. Et je me suis dit, non, mais comment ça se fait qu'on les retrouve seulement dans un salon une fois par an? Pourquoi on n'en entend pas parler le reste du temps, ni dans les médias, ni ailleurs? Je crois j'avais entre 8 et 10 ans quand je me posais ce genre de questions. Et forcément, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais faire le métier que je fais aujourd'hui. Mais par contre, ces rencontres que je faisais tous les ans dans ce salon, je pense que c'est ce qui a orienté mon positionnement, mon choix, à qui je m'adresse et qu'est-ce que j'ai envie de faire bouger, en fait. Et c'était de rendre ces personnes visibles. Et ça veut dire que, juste une question, tes parents, ils avaient une affinité particulière avec ce sujet, ou c'est parce que ils avaient pris une habitude, ils allaient là par habitude et puis c'est tout? Oui, ils avaient une affinité, alors de façon différente. Ma mère, c'est ouais, c'était son truc de tout ce qui touche à l'écologie, mais aussi aux à la connaissance de l'être humain, voilà, tous ces sujets-là. Et forcément, dans ce salon, c'est professionnel et de la connaissance de soi et du yoga et de toutes ces disciplines, mais aussi ceux qui cultivaient des plantes bio. Enfin, voilà, toutes ces personnes se rassemblaient. Donc ça, c'était le centre d'intérêt de ma mère. Mon père, lui, qui est plutôt conventionnel, plutôt cartésien, ça sert à rien de lui parler d'ésotérisme et tout ça, ça lui passe au-dessus. Par contre, il aime bien manger, il aime bien les bonnes choses, et dans ce salon, il s'est retrouvé aussi pour ça, d'avoir des produits de qualité. Donc voilà, ils s'y retrouvaient chacun à leur façon, et moi aussi, finalement, j'ai pu prendre un peu des deux et me faire ma propre vision au contact de tous ces exposants et de cette ambiance. Alors au-delà, je connaissais pas intimement chaque personne, on est d'accord, mais c'est l'ambiance générale des gens hyper bienveillants, qui savaient communiquer, qui te regardaient droit dans les yeux sans essayer de te vendre des trucs, et en même temps ça se sentait qu'ils avaient une foi
dans l'être humain et dans le fait que c'est maintenant qu'il fallait prendre soin de la planète, de prendre soin du vivant, de l'écosystème. Et là, je te parle de ça il y a plus de 25 ans. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et Ok, donc ça a construit une partie de ton approche entrepreneuriale et on y reviendra. Comment se passent tes études? Tu fais des choix en fonction de ce qu'on vient de discuter, ou ça reste en trame de fond et tu as des idées différentes, ou tu pars sur d'autres choses? Eh ben non, ça a été un cheminement pas tout à fait direct. C'est-à-dire que première rencontre plutôt qui m'a aiguillée, c'est au collège le prof d'art plastique euh, qui était à l'opposé du cliché du prof d'art plastique qu'on peut attendre, c'est-à-dire c'était un gars hyper rigoureux, mais à l'extrême, hyper carré, hyper alors, peut-être pas non plus froid, mais vraiment, il ressemblait pas du tout à un prof d'art plastique. Et en fait, l'anecdote, c'est que le premier projet qu'il nous a demandé de faire, c'était aussi en sixième. Et moi, j'attendais avec impatience l'entrée au collège juste pour le cours d'art plastique parce que j'aimais déjà beaucoup dessiner. Et en fait, ce prof m'a foutu un 0 parce que j'avais oublié mon travail chez moi alors que j'avais passé des heures, j'avais passé le week-end. Et en fait, alors par la même occasion, j'ai découvert que je faisais des crises d'angoisse et que j'étais hypersensible à cette époque, puisque je me suis effondrée et j'ai commencé à faire de la spasmophilie. Enfin, c'était une catastrophe ce jour-là. Mais il a pu voir que j'étais honnête et du coup, il m'a prise au sérieux. Et à partir de là, ça a été mais génial. Et j'ai adoré sa façon de traiter l'art et surtout d'introduire la notion d'usage et que l'art, ça peut être appliqué. Et ça tombe bien parce que quelques années plus tard, j'ai découvert la voie des arts appliqués. C'est un secteur en France voilà, pour les études supérieures. Et du coup, pour moi, ça a été super fluide entre ce que j'avais gardé des cours d'art plastique et ce que j'ai découvert pour mes études d'art appliqué. J'ai retrouvé la même chose. Donc, entre-temps, j'ai quand même fait un bac littéraire parce que tout le monde m'a foutu la pression pour rester dans le général, alors que je savais exactement que je voulais faire un métier créatif. Mais bon, j'ai écouté, mais je regrette pas parce que aujourd'hui, le goût pour la littérature, la philo et l'écriture me sert, mais tous les jours pour aider mes clients, quoi. Ouais, je veux bien imaginer que ça doit servir et on va y arriver sur ce que tu fais. Une fois que tu fais tes études d'art appliqué, est-ce que déjà en tête, tu as ton métier, ou est-ce que tu te poses beaucoup de questions et tu te dis bah, je verrai bien ce que ça donnera? Bizarrement, au départ, alors j'étais plutôt attirée par le design d'espace, donc qui correspond au métier d'architecte d'intérieur, plus architecture que déco d'ailleurs. Moi, la déco, si c'est pour faire joli, ça m'intéresse pas. Moi, j'avais plutôt envie de réfléchir à l'espace. C'est pour ça que dans le portrait chinois, je t'ai parlé d'une maison et d'un espace. Euh, Pendant les études, voilà, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour faire le lien entre mon bac général et la discipline, les disciplines d'art appliqué. Et le projet sur le design d'espace s'est mal passé. Et du coup, les profs en ont déduit que j'étais pas douée pour ça. Du coup, je me suis dit, mince, moi, ça me plaisait vraiment. Et finalement, dans cette année de mise à niveau, on fait tout le tour de tous les métiers du design. Et j'avais aussi donc eu l'occasion de mener des projets en communication visuelle qui correspond au métier de graphiste ou designer graphique. Et je me suis aperçue que quand même j'aimais bien ça parce que ça reliait mon amour des mots, de la communication, le fait que je m'étais déjà aperçue très jeune que quand on ne sait pas communiquer, en fait, ça fout le bazar et que c'est la source de beaucoup de problèmes. Donc finalement, j'ai fait un détour. Cette année de mise à niveau m'a permis de me rendre compte que, on ne m'encourage pas forcément dans la voie que j'avais prévue ou ce que je voulais. Mais je me suis dit, allez, on va explorer la communication visuelle. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que ça me correspond, mais tellement. Enfin, j'aurais peut-être pu faire architecte d'intérieur aussi. Mais aujourd'hui, la manière dont je traite mon métier, il y a de l'espace. Je crée des espaces de rencontres virtuels dans le digital, mais on est toujours dans cet espace et ça m'anime toujours aujourd'hui, quoi.
Comme quoi, d'un échec, tu as rebondi et t'en as fait une force, même, je dirais. Ouais, complètement. Et donc, quand tu pars vers cette voie graphiste, est-ce que tu passes par un temps de salariat? Tu te lances tout de suite dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai fait, après mon BTS, je me suis dit, continuer encore 3 ans pour avoir un master, voilà, moi, la théorie, ça va bien un moment, mais j'aime beaucoup la pratique. Et dans cette voie-là, à l'époque, il n'y avait pas un entre-deux. C'était soit un DSA qui faisait un bac+4, soit un master bac+5. Et il n'y avait pas trop de licence. Enfin, bref. En tout cas, là où j'étais, il y avait une licence pro en design et packaging qui ne correspondait pas tout à fait à la spécialité web design que moi j'avais choisie. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai envie d'explorer. Et surtout, c'était le côté pro de cette licence qui m'intéressait avec l'alternance. Et du coup, j'ai postulé. Et comme j'étais déjà dans l'école et qu'ils me connaissaient déjà, ça a été simple pour eux de vérifier ma motivation. Et du coup, ma première expérience professionnelle, c'était l'alternance que j'ai eu la chance de faire en Suisse, dans l'horlogerie de luxe. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des entreprises. Ah oui, oula mon Dieu. Mais voilà, j'ai fait mon alternance chez Raymond Weil, qui est une marque de montres, c'est pas Rolex, mais c'est quand même pas mal non plus. Donc, cette première expérience dans le luxe, j'étais ravie. Et je me suis dit, mais c'est génial pour mon CV. J'ai sauté dedans vraiment à 2 pieds joints. Ça m'a permis vraiment de travailler sur la question d'excellence en termes de communication, c'est-à-dire comment mettre en valeur un objet vraiment dans ce secteur du luxe, etc., sur le positionnement. Donc, c'était génial. Puis, j'ai eu des collègues vraiment formidables aussi. Donc, très, très chouette expérience. Et forcément, avec mon diplôme en poche et cette première expérience sur mon CV, j'ai été embauchée 1 mois plus tard dans une autre société en France, dans le secteur de la mécatronique. Alors, pour faire simple, c'est de la mécanique mélangée à de l'électronique. Voilà, si j'essaie de vulgariser à fond. Mais en gros, voilà, c'est le secteur industriel. Et là, j'étais à la fois chez l'annonceur, c'est-à-dire que je faisais toute la com de l'entreprise. C'était une PME qui avait... alors, sur le site où j'étais, on était une 50aine, mais le groupe, au total, réunissait une centaine d'employés, je pense, de mémoire. Et là, j'ai pu voir tout le métier de graphiste de long, en large, en travers. J'ai fait des stands, j'ai fait des plaquettes, j'ai fait tout ce qu'on peut faire quand on est graphiste. Et en plus de ça, la chance que j'ai eue aussi, c'est que cette entreprise, le patron tenait à ce que ses créatifs, parce qu'il y avait aussi un designer produit, j'avais une autre collègue graphiste, voilà, il y avait 2-3 créatifs dans l'équipe, il tenait à ce qu'on s'oxygène régulièrement le cerveau pour nourrir notre créativité. Et du coup, il avait intégré une agence de design. Donc, de temps en temps, on changeait de casquette. Je passais de graphiste interne à graphiste agence de design. Et là, on travaillait pour d'autres clients qui n'avaient rien à voir avec la société. Donc, j'ai eu cette double expérience, et comme si j'étais en agence, et en même temps chez l'annonceur, dans l'entreprise interne. Et ça, pareil, c'était top, quoi. Ça m'a vraiment... il n'y a rien de tel que d'apprendre directement dans une entreprise. Voilà, on a beau faire des super études, ça reste de la théorie. Même l'alternance, ça fait une magnifique passerelle. Mais le plus gros de ce que j'ai appris, y compris humainement parlant, c'était dans mes premières années de salariat, quoi. Et ça a duré 6 ans. Et c'est une très bonne chose que ton patron ait fait à l'époque, de t'ouvrir les yeux vers l'extérieur. On a souvent tendance à se renfermer vers soi et dire on sait ce qu'on fait, mais sauf que pour avoir de la créativité, pour penser à faire des choses différemment, il faut aller voir vers l'extérieur. Donc c'est une super, c'est un super message qu'il vous a fait passer. Et surtout, ça m'a permis de voir que je préférais beaucoup plus être côté agence de design. Comme quoi, en plus, ça donne les éléments. Donc, tu viens de dire que tu as fait ça pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme beaucoup de monde, je tournais en rond. J'ai mis du temps à en prendre conscience et à l'accepter, parce que il y avait cette espèce de conflit en moi qui me disait « Mais tu te rends compte, c'est génial, tu as trouvé un CDI tout de suite, tu as un parcours, c'est une ligne droite, de quoi tu te plains ?» Donc du coup, j'acceptais pas l'idée que je me sentais mal alors c'était pas dans l'entreprise elle-même, qui, comme toutes les entreprises, voilà, il y a des hauts, des bas, voilà, c'est dans le système pyramide. En tout cas, c'était une entreprise
classique avec une hiérarchie pyramidale, etc. Et du coup, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je commençais à me sentir de moins en moins à l'aise, c'est-à-dire que moi, ce que j'attendais en faisant mes études, c'était d'être partie prenante des réflexions stratégiques, faire partie alors, c'était pas forcément moi de prendre les décisions, mais d'en faire partie, c'est-à-dire qu'on me consulte, que je puisse donner à voir ce que allait impliquer une décision pour moi qui était au bout de la chaîne, parce que les graphistes, nous, on est vraiment au bout, c'est-à-dire que il y a le produit, il y a la conception, etc. Il y a toute la partie marketing, et nous, à la fin, on conçoit la communication. Et je me suis très vite aperçue que quand même, de ne pas intégrer toutes les parties prenantes de cette chaîne, ça posait quand même vachement de boulot, de boulot et de problèmes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont commencé à me dire, mais attends, c'est pas pour ça que j'avais fait mes études, en fait. C'était pas pour ce quotidien-là, à refaire 15 fois les mêmes choses parce que j'ai pas eu les bonnes infos, parce qu'on n'a pas pensé à tous les détails dont moi j'avais parfaitement conscience. Et donc j'ai commencé à m'énerver beaucoup, au point de commencer à détester mon métier, vraiment. C'est-à-dire que je commençais à m'imaginer tout plaquer, ouvrir un salon de thé, voilà, être dans complètement autre chose, avec une autre façon d'être en lien. Et en fait, j'ai fait avant le bilan de compétences, déjà, je commençais à sentir que ça allait être pas trop bien, et ça tombait bien dans ma vie, ça correspondait au moment où j'avais envie de fonder une famille. Donc du coup, j'ai pris un congé parental d'1 an au total. Et du coup, je me suis dit, tant mieux, ça me fait une pause pour me remettre un peu, me remettre les idées au clair, vérifier si c'était juste passager ou si c'était quand même le métier que je voulais vraiment faire, voilà. Et pas de bol, en revenant de mon congé parental, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Malheureusement, j'ai aussi subi toutes ces choses qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui au-delà de l'accueil glacial, des petits pics, des petits reproches sur le fait que j'avais laissé mes collègues tout seuls, ce genre de trucs pas très cool auquel je m'attendais pas du tout. Et ça m'a glacée sur place, et je me suis dit, ok, ça vient pas de moi. Donc ça m'a permis déjà de prendre conscience que le problème venait pas forcément de moi, ou en tout cas, j'étais plus à ma place. Et 1 an plus tard, quelques mois plus tard, après mon retour de congé parental, j'ai fait un bilan de compétences qui a mis en lumière que c'était pas le métier, le problème, c'était la posture. C'est-à-dire que le résultat, c'était que, a priori, j'avais toutes les qualités, les compétences et les appétences réunies pour continuer à être graphiste, mais par contre, j'étais pas du tout faite pour être salariée, ou en tout cas pas dans un rapport de subordination. Parce que finalement, le salariat, c'est qu'un statut, mais par contre, la subordination, ça, c'est pas obligé, c'est une option, quoi. Donc voilà, et heureusement, ce bilan de compétences, alors il m'a sauvée, c'est peut-être un grand mot, mais il a eu énormément d'impact sur le reste de l'aventure, quoi. D'accord, ok. Donc comme quoi, des fois, prendre la décision de juste faire un bilan sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime faire, etc., ça demande une prise de recul sur soi, mais ça t'a a priori aidé à trouver la bonne voie. En tout cas, c'est un pivot, j'ai l'impression qui s'est produit, comme pour beaucoup de personnes, quoi. Et donc naturellement, quand tu fais ce bilan de compétences et qu'on te dit que tu n'es pas faite, entre guillemets, ou en tout cas tu ne t'épanouis pas dans le lien de subordination, c'est là où tu prends ta décision de te lancer à ton compte, ou alors tu continues à travailler en te disant je ne suis pas sûr de ce qui ressort du bilan, parce que des fois on peut être dans cette situation-là. C'était assez rapide, en fait. À partir du moment où la conclusion du bilan est tombée, je me suis dit, OK, ça me va, en fait. Et c'est comme si, ça y est, c'était de nouveau l'étincelle que j'avais retrouvée au départ de mon choix d'orientation. Donc, voilà, moi, je suis assez comme ça. Quand tout est aligné, quand je sens que c'est là, j'attends pas 10 ans, quoi. J'y vais. Et du coup, je sais plus, je crois que c'est... de toute façon, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc il faut le temps, il faut 3 mois. Enfin, voilà, il a fallu attendre un peu. Oui. Mais dans l'année qui a suivi ce bilan, j'étais à mon compte, ouais.
D'accord, ok. Donc là, on se retrouve en quelle année à Et peu près? ben 2017, mon dernier jour, c'était en mars, je crois. Et puis le 1er juillet, je démarrais officiellement mon activité dans ma coopérative dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Ok, donc 5 ans d'indépendance que tu as fêté là il y a Ouais, c'est quelques ça. jours. D'accord, ok. Et quand tu te lances, c'est quoi les premières étapes? Parce que souvent, on entend plein de gens autour de soi parler de je deviens entrepreneur et autres. Il y a plein de statuts. Donc déjà, peut-être tu vas pouvoir nous dire comment tu t'es lancé, vers quel statut tu t'es orienté. Mais aussi, c'est quoi les premiers moments? Parce que souvent, il y a un flou autour de ça. J'étais perdue comme tout le monde. Alors l'avantage, c'est que en tant que graphiste, j'ai pas eu besoin de me poser les questions d'investir dans un site internet ou un logo puisque c'est ce que je savais faire. Donc déjà, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied ou en tout cas, ça a réduit les investissements de départ. J'en ai pas eu en fait, à part commander et faire imprimer mes cartes de visite. C'est peut-être les seuls frais que j'ai eus. Et en fait, je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans la relation et qui me nourrit des relations et dans les échanges. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu le réflexe de me tourner vers un ami entrepreneur qui, lui, a Mhm. vendu si je dis pas de bêtises, il a vendu son premier site web à 15 ou 16 ans. Donc, voilà, Ok. je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il allait pouvoir me renseigner. Et je lui ai demandé la question que tu viens de me poser. Je dis, ben voilà, je commence par quoi En plus, dans ce projet entrepreneurial que j'avais, j'ai pas changé de métier. Mon projet, c'était de rester graphiste. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne gardent pas forcément leur métier. Il y a des choses qui sont pas toujours transposables. Donc là où pour moi ça a été assez facile, c'est que j'avais pas besoin de réinventer mon métier ou de me former. Voilà, j'avais rien besoin de faire. Et j'avais juste besoin de savoir par où commencer et surtout le statut parce que beaucoup de mes collègues graphistes indépendants que j'avais autour de moi s'orientaient tous vers le statut de micro-entrepreneur. Le problème, c'est que moi, je suis un peu une angoissée de la vie et notamment par tout ce qui est paperasse. Et je me voyais, même si la micro-entreprise, c'est un statut ultra simplifié, bah, je me voyais toujours pas cocher des cases et remplir des chiffres dans une feuille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'angoissait profondément et j'avais trop peur de faire des bêtises et que ça me bouffe, que ça gâche finalement l'enthousiasme que j'avais. Mais bon, je pouvais m'y résigner si vraiment il n'y avait rien de mieux. Mais avant de faire ce choix, j'ai demandé conseil à cet ami. Et comme quoi les rencontres et les échanges, même quand c'est des personnes qu'on connaît déjà, les échanges, c'est tellement précieux parce que c'est lui qui m'a Mhm. dit qu'il existait un statut particulier qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi. Alors, CAE, ça va plus vite, coopérative d'activité et d'emploi. Euh, Pourtant, c'est un statut qui existe depuis plus de 20 ans. Et on n'en entend pas parler. Et en gros, il m'a expliqué que c'était un statut dans lequel lui, il était à l'époque, qui cumule tous les avantages du salariat, c'est-à-dire une protection, un Mhm. salaire qui tombe tous les mois, des cotisations au chômage, à la retraite, congé maternité, enfin bref, tout comme un salarié. Et en même temps, avec tous les avantages de l'indépendant, c'est-à-dire que ben, mes clients, c'est mes clients, je n'ai pas à les partager à une communauté, je ne sais pas quoi. Je prends mes propres décisions. Personne n'a le droit de me dire quoi faire. Enfin, vraiment une totale indépendance. Et quand il m'a dit ça, mais je me rappelle, si lui-même avait été apte à m'intégrer dans une coopérative, j'aurais signé le jour même. C'est-à-dire que, pareil, j'ai senti que c'était ça et je voulais, pour moi, c'était acquis. Donc, le temps que je prenne rendez-vous avec la coopérative, je sais pas, il se passe 15 jours. La coopérative, voyant que voilà, mon projet était assez limpide. Euh, je crois que ben, c'est le mois suivant, ils m'ont intégré après être passé en comité d'agrément. Enfin, il y a un petit parcours. Et le 1er juillet, je démarrais mon activité dans la coopérative. Et ça fait 5 ans. Donc, je suis toujours là. Est-ce que, alors dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est la même chose que du portage salarial ou il y a des Et différences? ben, le seul point commun avec le portage salarial, c'est que je n'ai pas créé de société. J'utilise le numéro de SIRET
de la coopérative. Et donc, je facture au nom de la coopérative et à la fin du mois, j'ai un bulletin de salaire. Ça, c'est l'unique point commun avec le portage salarial. Par contre, tout le reste est différent. C'est-à-dire que dans une coopérative, déjà, le nom donne un indice, c'est que c'est une société, c'est une SCOP. Alors, SCOP, SCIC, il y a plein de déclinaisons dans ce secteur-là. Mais en gros, c'est une société coopérative. Déjà, alors, moi qui peste toujours contre le modèle pyramidal, déjà, rien que le mot coopérative, je me dis, je crois que ça va me plaire, parce que c'est une gouvernance démocratique, c'est horizontal, il n'y a pas de patron, voilà, on est notre propre patron, donc c'est une société qui nous appartient quand on devient associé. Le président qui représente la coopérative et qui prend les décisions suite au vote, etc., qui valide les décisions, il est élu. Donc voilà, rien que ça, je me suis dit, non mais c'est génial. En plus, j'ai découvert que ça... Enfin, en tout cas, moi, ça me correspondait et ça me correspond toujours. Et puis, le fait que ça renseigne aussi sur un état d'esprit, le fait que les entrepreneurs qui se retrouvent dans une coopérative, c'est pas un hasard. Sinon, ils iraient dans le portage salarial s'ils cherchaient juste un statut. Voilà, ils iraient vers du portage salarial. Alors qu'une coopérative, c'est vrai que ça rassemble des personnes. Notre point commun, c'est qu'il y a cet état d'esprit coopératif, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on peut combiner nos savoir-faire, nos compétences, et qu'on peut le faire de manière égale dans la coopération, c'est-à-dire où il n'y a pas de rapport de concurrence, il n'y a pas de rapport de hiérarchie ou de moi je sais plus que toi, etc. Donc ça, c'était le deuxième ingrédient, on va dire, qui m'a vraiment séduite. Et puis, alors, c'est pas forcément dans toutes les coopératives, mais dans celle où je suis, il y a des formations qui sont incluses dans la cotisation qu'on reverse sur notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on le paye. On les paye, ces formations, c'est juste qu'on ne fait pas un chèque, c'est prélevé sur notre chiffre d'affaires. Mais en gros, je peux passer toute l'année à raison d'une fois par mois en formation pour apprendre le métier d'entrepreneur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui répondait exactement à ce dont j'avais besoin, parce que je sais très bien être graphiste. Par contre, être entrepreneur, j'avais bien compris que c'était un métier, encore un autre métier. Et voilà, de voir que je pouvais me former, rencontrer des gens et progresser dans cette structure, c'est ce qui m'a conquis aussi. Et cette coopérative, tu l'intègres quand tu es encore en métropole ou tu es déjà à La Réunion ? Non, je suis en métropole. La Réunion, ça fait à peu près 1 an que j'y suis, donc sur 5 ans, presque 6. Voilà, on est plutôt sur 4 ans en métropole dans la coopérative, et je suis toujours dans cette coopérative à distance, puisque tant que je suis sur le territoire français, ça marche toujours. Donc, en fait, le parcours, donc ça, c'est encadré par une loi de 2014, c'est la loi de l'ESS. C'est pour ça que je dis que ça fait un moment que ce statut existe. Il a été officiellement reconnu par une loi en 2014. Et en fait, le principe, c'est que on démarre par un PACAP, c'est un contrat d'appui au projet d'entreprendre. C'est ça que ça veut dire CAP, et c'est un test. C'est-à-dire que il est renouvelable 3 fois. La durée de ce test, il est à convenir avec la personne qui nous accompagne individuellement. Alors ça aussi, c'est un autre détail, mais je suis accompagnée par la même personne depuis 5 ans. Donc elle me connaît très très bien et c'est très fluide du coup. Et donc ce test au départ permet, comme son nom l'indique, de tester l'activité, donc de vérifier, déjà de se donner le temps de se lancer. L'avantage, comme c'était le cas pour moi à l'époque, c'est que on peut garder nos indemnités chômage pendant ce contrat CAP. Donc ça veut dire que j'ai pu lancer mon activité sans me soucier de ce qui allait rentrer dans ma poche, puisque ce qui rentrait dans ma poche tous les mois, c'était mes indemnités chômage. Et Pôle emploi est très bien au courant de ce statut, donc il n'y a aucun souci. S'il y en a un, c'est que ça ne va pas, donc il faut venir retoquer à la porte de Pôle emploi pour expliquer que ce statut, il existe. Et donc, voilà, je l'ai renouvelé, je crois, 2 ou 3 fois. Je ne sais plus si je suis allée jusqu'au bout de la 3e. Voilà, 2 ou 3 fois 6 mois, je crois. Et ce qui fait qu'on peut passer du contrat CAP, donc au test. Alors, je précise, quand on est en contrat CAP, le chiffre d'affaires généré par l'activité et ce qui reste à la fin sous forme de bénéfices et
potentiellement de salaire, c'est mis de côté. C'est-à-dire que ça n'est pas versé en tant que salaire, c'est bien mis de côté. Ça permet de créer un fonds, un fonds de roulement, une réserve, et progressivement, et en même temps, ça permet de dire, avant de piocher là-dedans, voilà ce que je suis capable de générer au bout de tant de temps. Donc, il y a vraiment, c'est un statut qui peut paraître long, du coup, parce que c'est vrai que psychologiquement, quand on voit les chiffres défiler, que l'activité fonctionne, que ça y est, on commence à vraiment générer un chiffre d'affaires intéressant, et de voir ces chiffres qui n'arrivent pas dans notre poche, il y a un côté frustrant au début, qui moi, plusieurs fois m'a frustrée, mais je me suis accrochée parce que j'ai compris l'intérêt, c'est-à-dire que c'est une stratégie de fourmi. C'est vraiment y aller doucement, mais sûrement, consolider à fond, parce que tout le reste après, ça sera que de l'amélioration, ça sera que s'appuyer sur cette base solide qu'on aura constituée au départ. Donc je me suis accrochée à ça et j'ai bien fait parce qu'effectivement, 1 an et demi plus tard, je devenais entrepreneur salarié. Donc ça veut dire que j'avais une activité viable. Viable, ça veut dire que j'avais en moyenne, alors je ne sais plus de mémoire, mais je devais, je crois, générer un minimum de 1 500 € de chiffre d'affaires par mois. Lissé sur l'année, bien sûr, hein, c'était pas chaque mois en train de checker, mais en gros, lissé sur une année, quand on a commencé à voir que c'est bon, j'arrivais à ce minimum de 1 500 € brut, ça veut dire que je pouvais me dégager l'équivalent d'un mi-temps SMIC. Et ça, c'est le critère dans ma coopérative pour devenir salarié. Toutes les coopératives ont leurs propres critères, mais voilà, chez nous, c'était ça. Et donc, quand on devient salarié, on a un bulletin de salaire qui tombe, on a un salaire lissé sur 6 mois. C'est moi qui décide de mon salaire pour le coup, en vérifiant avec ma chargée d'accompagnement si c'est réaliste. C'est-à-dire que si demain je lui dis, écoute, là j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de me payer 3 000 € net, elle va me dire, écoute, voilà les chiffres, voilà les pour, les contre. Maintenant, tu prends ta décision, c'est toi qui assumes. Voilà. Mais techniquement, je pourrais. Mais c'est un peu débile, quoi. Et comment justement arrivent ces premiers clients? Est-ce que la coopérative a un intérêt pour ça? C'est-à-dire qu'il y a à côté de toi, je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin d'un graphiste et te transmet les coordonnées, ou c'est par toi-même que tu vas chercher tes premiers clients? Alors non, et si oui, comment tu l'as fait? C'est vraiment par soi-même. C'est-à-dire que une coopérative, c'est pas une... en tout cas, celle dans laquelle je suis, je pense que chaque coopérative a son business model, mais chez nous, c'est de rendre autonomes les entrepreneurs, y compris dans la prospection. On leur explique comment faire, mais il n'y a pas d'apporteur d'affaires. La coopérative n'est pas un apporteur d'affaires. Elle ne touche rien sur les clients que moi, je gagne pour ma propre activité. C'est juste moi qui la rémunère pour tout le travail qu'elle fait pour moi. Parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai mon comptable dans la coopérative. Enfin, on a un comptable pour les 150 entrepreneurs, on a des assistants, on a 8 personnes fixes qui s'appellent l'équipe support, qui nous accompagne tous les jours, qui checkent nos notes de frais. Enfin, il y a un boulot monstre et franchement, la cotisation qu'on leur verse, la part coopérative, pour moi, c'est un investissement comme je le ferais dans un autre statut pour investir dans un comptable, investir dans tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur. Là, c'est juste mutualisé. Et donc, pour trouver les clients, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que soit on va les chercher à l'extérieur quand notre cible n'est pas dans la coopérative. Sauf que moi, en tant que graphiste qui crée des logos et des sites web, et je faisais que ça à l'époque, c'était assez facile pour moi de trouver des clients qui partageaient mes valeurs de coopération, d'être de valoriser l'être humain, parce que dans une coopérative, on trouve que des gens comme ça. Donc, ça a été assez rapide parce que j'étais au bon endroit, auprès des bonnes personnes, et pour moi en tout cas. Et c'est assez drôle, mais le 3, donc j'ai signé le 1er juillet, et le 3 juillet, j'avais un premier client. Je ne sais pas comment, il est tombé du ciel. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer. Et c'est un collègue de la coopérative qui a vu sur le mur des nouveaux, parce qu'on se prend en photo et on se colle sur les murs de la coopérative quand il y a des nouveaux. Il a vu que j'arrivais, il s'est dit « Ah tiens, une graphiste, super, je vais voir ce qu'elle fait ». À l'époque, j'avais déjà fait mon site, donc ça tombait bien. Et visiblement, mon profil lui a plu et il m'a commandé une illustration pour son site web. Et voilà.
Bon, après, il s'est passé quelques mois avant le deuxième client, hein, ça, c'est pas non plus tout doré, mais j'étais assez surprise, peut-être parce que j'étais tellement, comment dire, j'étais tellement convaincue et animée par la raison d'être de mon activité qui est ben voilà, d'aider tous ces entrepreneurs comme dans le salon quand j'étais petite, c'est-à-dire toutes ces personnes qui veulent faire bouger le monde comme ça vers plus d'écologie, d'humanité, de conscience. Ben là, j'étais au milieu d'eux. Donc forcément que ça a été assez fluide pour moi. Et je l'ai dit clairement sur mes supports de communication, c'est surtout ça, je pense. Et après, eh bien, comme tout le monde, j'ai participé à des rencontres entre entrepreneurs. J'ai fait comment on appelle ça, des cafés un peu en mode speed dating où voilà, on doit pitcher en 2 minutes, échanger les cartes de visite et voilà, et ça a pris comme ça. Au bout de 6 mois, je commençais à avoir un client qui arrivait tout seul, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'était parti. Ça, c'était pas non plus suffisant pour passer tout de suite salarié, mais c'est vrai qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà des clients qui arrivaient tout seuls. C'était assez fluide, quoi. Et moi, dans le parcours et pour essayer d'avancer sur l'histoire, je serais intéressé de savoir comment, dans la démarche, à un moment donné, tu te retrouves à partir à La Réunion et comment ça impacte ton activité. Parce que se retrouver à 100% à distance, en partie, on va dire, parce que peut-être que tu as des clients aujourd'hui à La Réunion, mais en tout cas, faire le pas de partir aussi loin, ça peut avoir un impact. Et comment tu l'as organisé? Parce qu'il peut y avoir des gens qui décident de dire je veux devenir entrepreneur et être à mon compte et donc pouvoir choisir du lieu où je travaille. Ce qui est un peu aujourd'hui ton cas. Alors ouais, moi c'était pas mon délire au départ, hein. Moi je suis très, alors pour tout vous dire, pour tout te dire, je suis de Rhône-Alpes. Je suis pas allée plus loin que 40 km de là où j'ai grandi. Donc on va dire que je suis très enracinée. Voilà, je suis quelqu'un qui aime ma région. J'ai pas cherché à aller ailleurs. Par contre, j'adore les gens qui viennent d'ailleurs. J'adore la différence. D'ailleurs, mon slogan c'est ça, c'est de faire rayonner la différence. Et il se trouve que mon mari, il vient d'ailleurs. Lui. Il est né à Madagascar. Il a grandi à La Réunion. Et en fait, ça faisait plusieurs années. Alors, je suis obligée d'expliquer autre chose alors, première chose, c'est que moi, la distance, travailler à distance, ça n'a jamais été un problème. Même quand mes premiers clients étaient dans la région lyonnaise, en fait, passer le premier rendez-vous qu'on pouvait éventuellement faire en tête-à-tête dans un café, les 3 quarts de mon boulot, c'était à distance, de toute façon. Et j'étais assez à l'aise pour ça. J'ai grandi avec un ordinateur dans les mains. J'ai rencontré mon mari sur Internet. Donc, si tu veux créer de la relation et avoir une relation de qualité à distance, je maîtrise. Ça Voilà. marche. Donc, et ce qui est très drôle avec le recul maintenant, c'est que pour moi, c'était naturel depuis très longtemps. Par contre, pour mes clients, non. Et j'ai eu plusieurs fois, j'ai dû beaucoup faire preuve de pédagogie pour leur faire comprendre que, non, pas d'inquiétude, je fais du bon boulot à distance. Et puis voilà, au bout d'un moment, ils ont compris et ça posait pas de problème. Donc voilà, déjà, il y a ce premier point. Et puis l'autre paramètre, c'est que même en étant en Rhône-Alpes, je bossais quand même depuis chez moi et je voyais quasiment jamais mes clients, même s'ils ils habitaient à Lyon. Et il se trouve que passé cette première année dans ma coopérative où tout allait bien, en fin d'année 2018, on a reçu on attendait des nouvelles de notre nièce qui devait recevoir une greffe du cœur et des poumons. Et malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle avait 18 ans et elle était née à Madagascar, elle aussi. Et en fait, ça a été la première fois où j'ai dû partir loin comme ça. Alors que mon activité commençait à grimper, justement, j'avais des clients réguliers, j'étais sur une belle lancée. Et on est parti un mois à Madagascar pour l'enterrer, pour accompagner notre famille. Bien sûr. Et puis, mon mari, ça faisait 24 ans qu'il avait pas mis les pieds à Madagascar. Donc, du coup, sacré choc pour tout le monde. On avait notre petit garçon aussi dans l'aventure. Et donc, ça a été ma première expérience à distance, où pendant un mois, j'ai rien fait. C'est-à-dire pas de travail, pas de communication, rien du tout. Et je l'ai senti passer. C'est-à-dire que les mois qui ont suivi, c'est rétroactif. C'est-à-dire que au début, il y a toujours des clients, puis après, il y en a de moins en moins, puis après, il ne se passe plus rien. Et l'été,
2019, je me suis dit, il se passe quoi là? Et là, ma coopérative a commencé à me dire, tes chiffres, ils sont pas très bons, là, faudrait faire quelque chose. Ok. Autre exemple de la place de la coopérative, c'est que c'est pas elle qui va me trouver la solution, hein. C'est bien à moi. Elle est juste là pour m'alerter. Donc ça, c'est top. Et donc, je me suis faite accompagner par Marlène Ferrero-Varsino, qui est vraiment quelqu'un que j'aurais pu te citer dans le portrait chinois, mais il y avait tellement de monde, qui accompagne les créas freelance, donc photographes, web designers, voilà, tous ces métiers-là, et qui m'a aidé à créer un produit digital pour aider les entrepreneurs à faire leur site eux-mêmes en étant accompagnés. Et je fais un grand détour, mais tu vas voir où je vais en venir après. Et en fait, Pas de souci, je te fais confiance. je suis la spécialiste des détours. Et donc, ce programme-là a tellement bien fonctionné. C'est vraiment, voilà, ça correspondait et à ce que je voulais et à ce dont ma cible avait besoin. Enfin voilà, c'était vraiment ce qui m'a sauvée à la fin de l'année. Donc ma coopérative a dit ok, c'est bon, on a sauvé les meubles, tout va bien. Ça a relancé un peu la dynamique. Et par contre, cette expérience d'éloignement déjà m'a dit attention, voilà, le voyage, c'est un truc qui t'intéresse. T'as un mari qui vient d'ailleurs, donc c'était évident qu'un jour j'allais être confrontée à ça. Et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit ouais, c'est le voyage digital nomade. Bon, c'était pas forcément mon truc, mais si un jour ça devait se reproduire, ça se fait pas. Voilà, là c'était un deuil, c'était autre chose. Mais si c'est un voyage plus réfléchi, ça se prépare. Et du coup, après ce premier voyage un peu bouleversant de plein de points de vue et pour tout le monde, mon mari, lui, ça l'a complètement... Il s'est dit, non, mais j'arrête de faire ce que je fais. On a voulu tout changer. On a quitté notre triplex, on a acheté une tiny house. On voulait vraiment s'alléger parce que de côtoyer autant de pauvreté pendant un mois à Madagascar, c'est rien un mois. C'est rien, ouais. Mais ça nous a tellement... Lui, il le connaissait, il m'a déjà raconté son enfance, voilà. Mais de le vivre, c'est complètement différent. Et forcément, de retour en France, on s'est dit, mais on se sentait dégoûté, vraiment dans le ventre de tout ce qu'on avait. Et alors qu'on était déjà hyper sobre et hyper dans les achats raisonnés et la consommation. On a voulu encore s'alléger encore un peu plus et on avait acheté une tiny house. On a habité dedans pendant 2 ans jusqu'à notre départ à La Réunion. On l'a toujours d'ailleurs, elle nous attend. Et moi, où je me suis dit à ce moment-là, quand on l'a acheté, ça y est, nos rêves se réalisent enfin, on va encore plus loin dans nos engagements qui étaient déjà là depuis très longtemps. Et au bout de quelques mois, à peine installé dans notre tiny house, il me dit, en fait, je crois que le voyage à Madagascar, il m'a vraiment secouée. Et là, j'ai envie de revoir mes parents, j'ai envie de retourner à La Réunion, de nourrir mes racines. Et du coup, moi, je tombe de haut en pensant que ça y est, on faisait un pas plus loin dans nos projets. Et là, non. Et du coup, voilà, il a fallu du temps pour que j'accepte. Je lui ai pas répondu quand il m'a demandé, voilà, est-ce qu'on... Alors déjà, il me l'a pas demandé tout de suite. Il a mis longtemps à me le demander. Il m'a juste dit, je me sens pas bien. Et il a fallu, je pense, 1 an ou un peu plus d'1 an pour qu'il me dise vraiment. J'ai besoin de retourner à La Réunion et j'aimerais qu'on y aille tous ensemble. Et le déclic, ça a été le confinement du mois de mai 2021. Ouais, c'est ça, 2021. Oui. Nous, les confinements, on les a très bien vécus dans notre tiny house parce qu'on était dans la nature. Moi, j'avais mon jardin, j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc, psychologiquement, on s'en est très, très bien sortis. Mais là, celui du mois de mai, je crois que c'était celui de trop, en fait. Je commençais à me dire, non, mais en fait, l'avenir dont je rêvais, j'ai l'impression que c'est foutu. Donc, au détour je flânais sur Instagram, je voyais que ailleurs dans le monde et dans les dom-toms aussi, le confinement se vivait différemment. J'ai vu que dans les rues, il y avait des groupes de musique qui faisaient une espèce de résistance douce, voilà, à jouer de la musique. Les forces de l'ordre n'osaient pas leur dire de rentrer chez eux parce qu'il y avait du monde autour. Et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux vivre, en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris vraiment le mal-être de mon mari, le pourquoi de sa question et de sa demande, et que je me suis dit ok, en fait, allez, on y va. et du coup ça fait depuis octobre. On devait partir en septembre, mais moi je suis partie en octobre.
Avec mon fils, on l'a rejoint 2022. Attends. Non, 2021, pardon. Ça fait depuis octobre 2021 que j'y suis, qu'on y est. Et bah écoute, à part préparer où est-ce qu'on va atterrir, avec qui, voiture, le matériel, moi, j'ai rien changé au niveau de mon activité. Parce que je travaillais déjà à 100% à distance. Mes clients, je les ai conservés, à part leur dire, bon, bah voilà, je fais une petite pause de quelques... Alors, pour être honnête, c'est pas exactement ça. J'ai fait une plus grande pause parce que malheureusement, j'ai perdu ma sœur au moment où on devait partir en septembre. Donc, tu vois, c'est drôle, mais chez nous, le mouvement et le voyage, c'est toujours partie d'un deuil, quoi. Enfin, ou en tout cas, ça nous a mis en mouvement, quoi. Et du coup, non, j'ai rien préparé, j'ai rien aménagé de particulier. Voilà, ça fait 1 an et pour l'instant, je pourrais pas tirer de bilan sur est-ce que ça a un impact, est-ce que cette distance, ce voyage a un impact sur mon activité, parce qu'il se trouve malheureusement que là, il y a la guerre d'Ukraine qui est apparue entre-temps. Et donc, j'ai pas le recul là aujourd'hui pour savoir si les fluctuations de mon activité sont dues soit à la guerre, soit à la distance. Mais en tout cas, je m'en sors très très bien par rapport à ce premier voyage à Madagascar en 2018 qui était dans d'autres circonstances. Là, ça se passe plutôt bien et voilà, j'ai pas trop de différence, à part le décalage horaire. Oui, ok. Et donc, décalage horaire, combien d'heures Eh bien, à La Réunion, on ne change pas d'heure par rapport à la métropole. Donc là, il y a 2 heures. Et quand on change en heure d'hiver pour la métropole, on a 3 heures de plus. Oui, donc ça te décale la journée. Tu la démarres plus tôt, en fait, par rapport à la Ouais, et j'aime métropole. bien. Parce que du coup, Ouais, j'ai j'imagine. 2 heures le matin où je me dis, oh, ils sont tous en train de dormir. Et moi, je fais, je fais mes petits trucs. Voilà, j'ai l'impression de prendre de l'avance. Et j'avoue que c'est un petit plaisir. Et du coup, quand mes clients sont au max de leur journée, ils sont vraiment au cœur de l'après-midi, bah, moi, j'ai fini. Et donc, ça m'oblige, ça m'oblige. Par la force des choses, ça cadre là où avant, j'étais pas, voilà, où je dérogeais facilement. Bah voilà, en même temps que notre déménagement à La Réunion, moi, j'ai eu un gain d'activité énorme en même temps. Donc, j'ai dû me structurer et cette structure fait que c'est pour ça, à mon avis, que je m'en sors plutôt pas mal dans ce nouvel environnement à La Réunion. C'est que, voilà, j'ai eu un fort développement qui m'a obligée à me consolider en interne, si je puis dire, et qui fait que ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ok. Sans rentrer dans le détail parce que on a déjà pas mal parlé, mais juste peut-être pour expliquer, tu as un kit de visibilité, c'est comme ça que tu l'appelles, si je me trompe pas, qui te permet justement d'accompagner tes clients à distance, que tu faisais déjà même avant à distance, pour les aider eux-mêmes à créer ou en tout cas avancer sur leur site internet. C'est à peu près ça sur leur communication, si je résume, hein, dis-moi Oui, si je c'est me trompe. ça, c'est-à-dire que c'est un programme hybride qui rassemble à la fois de l'accompagnement sur le contenu, parce que c'est ça la plus grosse épine dans le pied, au-delà du design, parce que le design, bah ça c'est ma partie, c'est facile, donc il y a une partie création Oui, oui. sur mesure unique que moi je réalise. Mais la partie accompagnement dans ce programme, elle est vraiment sur qu'est-ce que je dis sur ce site. Parce que qu'il soit joli, qui me corresponde, c'est pas suffisant. Il faut aussi que le contenu nous ressemble et donne envie de faire appel à soi pour les bonnes personnes, pour les bonnes raisons, pardon, et par les bonnes personnes. Et ouais, voilà, c'est un programme hybride entre de l'accompagnement, des tutos à la demande, c'est-à-dire que ils ont leur site WordPress, moi je leur fais le design, ils sont autonomes le plus possible et dès qu'ils ont une question ou qu'ils ont un besoin particulier, eh bien, ils me le demandent et moi je leur crée un nouveau tuto qui est disponible pour tous les autres clients, pour tous les autres participants. Et là, forcément, au bout de 3 ans, il commence à y avoir pas mal de tutos et c'est génial. J'ai de moins en moins de demandes de tutos. Alors moi, j'adore faire des tutos, c'est pas un souci. Tu peux me poser une question là tout de suite et je te fais un tuto dans la seconde. Voilà, c'est super fluide pour moi. Et donc, j'ai capitalisé sur mes facilités et mon savoir-faire. Et en face, voilà, c'est finalement la promesse, c'est on utilise le site web comme prétexte pour travailler le positionnement, le discours,
Et puis, bien sûr, la visibilité derrière, parce qu'un site web qui est efficace, ok, super, mais si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que dans ce programme, on va plus loin que juste la création du site. On va sur le plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire, quelle dynamique on va créer, quel cercle vertueux on va créer pour ramener du monde sur ce site. Parce que le job de ce site, c'est d'être un ambassadeur et quand on a un visiteur dessus, qu'il fasse office de filtre et que ceux qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas dans la cible, ils repartent. Mais par contre, qui se sentent concernés, et on fait en sorte qu'ils se sentent concernés, comme on dit, c'est un site qui convertit, qui donne envie et qui touche les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que mes clients, du coup. Et il se trouve qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est génial. C'est une super idée. Pour conclure, c'est quoi l'avenir pour toi? Comment tu vois les choses? Alors, comme tu viens de le dire, et tu as déjà commencé, entre guillemets, cette conclusion en expliquant qu'il était trop tôt pour tirer un bilan de cette situation à distance et autres. Donc, je te dirais que l'avenir, à la limite, je ne vais pas te poser la question sur la situation géographique, mais comment tu vois l'avenir par rapport à ton activité? Tu as envie encore de développer des éléments permettant d'aller plus loin pour que les gens aient de l'autonomie et que tu puisses travailler à distance et équilibrer temps de travail et chiffre d'affaires, ou il y a d'autres angles vers lesquels tu veux aller? Oui, complètement. En fait, le métier de graphiste, c'est la porte d'entrée pour moi et pour mes clients. C'est-à-dire que je pars de leurs besoins en identité visuelle, en logo ou en site web, parce que j'ai aussi des prestations sur mesure très classiques d'un graphiste. Mais en fait, le point de départ, c'est toujours comment je fais rayonner qui je suis, ma différence, mon identité. Donc ça, c'est la porte d'entrée de toute personne qui a envie de travailler avec moi. Et après, je me suis dit, c'est même pas je me suis dit, c'est forcément, je conçois mon métier de graphiste comme de l'accompagnement finalement. C'est un prétexte aussi pour moi pour aller plus loin avec ses clients et pas m'arrêter juste au support de communication, mais vraiment travailler le fond. Parce que le fond et la forme, c'est indissociable. Et moi, je peux pas, c'est ce qui m'a motivée à partir de mon salariat, je peux pas m'occuper de la forme. Je ne peux pas créer quelque chose d'efficace, un design vraiment qui transmet le bon message si le fond, il n'est pas clair, il n'est pas travaillé, il n'est pas structuré. Et c'est pour ça que c'est plus qu'une vision, c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, je vais plus loin que juste du graphisme. J'ai aussi un autre programme qui s'appelle le Kit Digital, où là, j'aide ce que j'ai créé pour moi-même avec l'aide de ma coach, ce programme hybride. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à faire de même pour eux, pour leur propre activité, c'est-à-dire à repenser leur business model pour que ce soit une activité qui soit à leur service et pas l'inverse, parce que ça, j'ai connu du coup aussi, d'être esclave de son activité, surtout quand on est passionné, surtout Bien quand sûr. on fait quelque chose qui nous prend aux tripes. C'est encore... Voilà, le piège est encore plus vicieux de se retrouver esclave de ça. Et ce nouveau programme, il est là pour ça, d'aider. Et pourquoi Kit Digital? Parce que mon point fort, mon savoir-faire aussi, c'est le digital. Et donc, comment créer une offre hybride qui soit au service de notre vie et surtout pour les aider à qu'ils puissent vivre de qui ils sont. Et ça, c'est aussi une marque que j'ai développée qui est aussi au présent, c'est le futur et le présent en même temps, où ma promesse aujourd'hui, peu importe les produits, les programmes, les accompagnements que je pourrais développer à l'avenir, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre de qui ils sont et pas d'un métier, parce que le métier, c'est juste un outil qui nous permet de nous connecter vraiment à ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça aujourd'hui que je suis en train de développer, y compris sur une marque de vêtements pour entrepreneurs. Enfin, voilà, tu vois que je suis une créative. J'ai aucun problème à développer les choses et à trouver des idées, à les développer. Et je m'amuse beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir et j'aide mes clients à en faire autant, quoi. Eh ben, écoute, je pense que je vais rien rajouter. On va terminer là-dessus parce que prendre du plaisir et aider les autres à en prendre, il n'y a rien de mieux dans le travail quand on sait combien de personnes
travaillent dur pour gagner leur vie, entre guillemets. Hein. Je sais que c'est une expression qui est un peu galvaudée. Donc, moi, je te propose de s'arrêter là. J'ai été ravi de découvrir ton parcours et d'avoir pu digresser sur certains points qui vont, à mon avis, aider certaines auditrices et certains auditeurs à mieux se positionner. Tu leur as en plus donné des clés sur un statut un peu différent dont on n'entend pas beaucoup parler effectivement, et ça je trouve ça top. C'est le but aussi d'Allez Vas-y, c'est de mettre en avant les gens qui passent à l'action, et toi tu l'as fait en te lançant, et puis tu l'as fait aussi en allant travailler loin de chez toi, et quelque chose me dit qu'on risque de se retrouver sur mon autre podcast Loin de chez soi, mais ça c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. En tout cas, Laurence, merci de m'avoir fait confiance. Je remercie encore Stéphane pour avoir fait appel à tes services, comme ça je t'ai connu et ça m'a permis de t'inviter sur le podcast. C'était un plaisir, merci à toi Frédéric. Merci à toi également. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.